Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée sur la relation client augmentée. Donc nous allons accueillir successivement Alexandre Janet de French AssureTech, Emmanuel Fenin de KP Consulting et Afterdata. L'ensemble de la matinée étant consacré à la relation client augmentée et l'usage de la donnée dans le secteur de l'assurance mutuelle et la banque. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Alexandre Janet de French AssureTech. Merci beaucoup et très bonne matinée. Merci Alexis. À mon tour donc de présenter un sujet, le sujet French AssureTech. Quand Alexis m'a demandé d'intervenir, il m'a demandé de faire un focus sur finalement ce qu'attendent les grands groupes d'assurance et plus particulièrement les mutuelles d'assurance. C'est un sujet qu'il connaît bien également puisqu'il est passé dans notre programme d'accélération. Donc on va pouvoir démarrer rapidement. On va faire un petit tour du contexte de l'assurance. Alors c'est une intro que je fais traditionnellement, je vais passer très rapidement dessus, mais c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a créé cet accélérateur. Ensuite, on va dire quelques mots sur French AssureTech et puis on va arriver dans le cœur du sujet qui va vous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, les tendances et ce que recherchent les mutuelles. Alors sur le contexte, très rapidement, oui. Donc, on a coutume de dire que l'hôtellerie, en tout cas dans l'assurance dans notre secteur, c'est un peu l'hôtellerie avec une quinzaine d'années de retard, c'est-à-dire on sait qu'on va se faire chahuter. On commence à deviner par qui, mais on ne sait pas très bien quels vont être nos gros concurrents de demain. Oui. Donc, effectivement, c'est un secteur qui est protégé depuis de longues années, depuis de très très longues années. Il y a des barrières à l'entrée qui étaient extrêmement importantes, mais aujourd'hui, elles commencent à céder depuis quelques années, notamment grâce à des modèles qui commencent à se développer. Aujourd'hui, on arrive à être à 2 ou à 3 à lever des fonds et à créer une propre compagnie d'assurance. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. C'est évidemment un secteur qui est bousculé de manière frontale et un peu à l'image de tous les autres secteurs d'activité par la transformation numérique. C'est un secteur également qui évolue fortement sur les risques dits traditionnels ou dits de fréquence que sont l'automobile, l'habitation, enfin l'IRD de manière générale, avec l'automatisation d'un certain nombre de choses dans les véhicules, avec l'IoT, avec les voitures autonomes, on voit que le risque commence à diminuer. À l'inverse, on voit que les catastrophes naturelles, on est avancé un tout petit peu vite, les catastrophes naturelles causent des dégâts considérables et font évoluer le modèle. Donc, c'est aussi un certain nombre de questions que se posent les compagnies d'assurance. Ensuite, on voit effectivement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se fait chahuter par un certain nombre de concurrents. On ne sait pas très bien d'où ça vient. Alors évidemment, on parle des GAFA, c'est l'exemple qui nous vient le plus rapidement en tête. Maintenant, les GAFA, très objectivement, en 2021, ce n'est pas eux qui nous prennent la plus grande part de marché. Mais demain, on n'en est pas sûr. On a un deuxième concurrent qui est, pour moi, celui qui nous chahute le plus, avec évidemment nos cousins de l'univers bancaire qui sont présents depuis déjà un certain nombre d'années, mais on a l'ensemble des retailers qui aujourd'hui se lancent notamment sur les produits de commodité, les produits d'assurance d'usage du quotidien, où on va essayer de faire de l'assurance embarquée de manière un peu plus importante. Donc tous ces acteurs FNAC, etc., commencent à développer leurs propres produits d'assurance depuis un certain nombre d'années. Et puis, et là, ça va être un acteur qui risque de compter également dans les années à venir. Je faisais le calcul ce matin du nombre de produits d'assurance vendus directement par des insurtech. On est sur plusieurs centaines de milliers de personnes couvertes. Alors, c'est le début de l'histoire, hein, donc pour le moment, ça chatouille un petit peu, mais c'est encore pas plus important que ça face à des assureurs traditionnels, mais ils prennent une part qui tend à croître fortement. Donc là, on a mis quelques exemples avec Luco, Alan, Limonade, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Deux mots sur French AssureTech et sur pourquoi est-ce qu'Alexis m'a demandé d'intervenir. Nous, on travaille effectivement c'est un accélérateur finalement de start-up en InsurTech. C'est un rassemblement de 8 à 10 acteurs de l'écosystème mutualiste
alors basée sur Niort et sur Paris. Donc on a ici quelques logos qui représentent les compagnies. Elles se sont mises autour de la table avec une idée assez simple. On est les concurrents d'hier, on n'est pas forcément ceux de demain. Et on a tout intérêt à mutualiser notre R&D et à apprendre à travailler ensemble avec des nouveaux acteurs que sont les InsurTech pour à la fois optimiser notre chaîne de valeur, apprendre de manière croisée, avoir des bénéfices croisés, sensibiliser nos collaborateurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, il y a maintenant 4 ans de cela, on a créé tous ensemble l'accélérateur French AssureTech. Une proposition de valeur pour les startups, et encore une fois, j'essaie d'être assez rapide sur cette partie-là, mais l'intérêt pour les acteurs comme Afterdata, il y a maintenant 2 ans, c'est d'avoir un accès à, là on a mis 12 millions de foyers, il y en a plus que ça maintenant, parce qu'on a intégré de nouvelles mutuelles dans notre association. On représente 50% de la population mutualiste, donc on voit qu'aujourd'hui on est sur une part considérable du marché qui est représentée dans notre programme d'accélération, et donc on donne encore tout un tas de valeur ajoutée pour les startups avec des locaux, avec de l'expertise métier assez importante. Très rapidement, des chiffres. On a un petit peu moins de 250 startups qui nous ont accompagnés depuis le début du programme, qui ont candidaté depuis le début du programme. On en a accompagné de manière plus précise une petite trentaine, avec une 60aine de travaux déjà réalisés avec les compagnies. Et on est sur une vingtaine d'hybridations réussies. Hybridation, c'est des relations à long terme, comme Afterdata a pu le faire avec un certain nombre d'acteurs chez nous. C'est des relations durables dans le temps et un partenariat financier important pour les startups. Et puis effectivement, on aime à rappeler qu'aujourd'hui, on embarque déjà 150 personnes dans notre écosystème directement dans l'association French AssureTech. Et puis on espère évidemment que ce chiffre grossira dans les semaines et dans les mois à venir. Un mot rapide. French AssureTech, c'est évidemment un accélérateur, j'en ai parlé, mais parallèlement à ça, se développe pour l'année 2021 un campus d'acculturation, une brique de financement, un laboratoire d'expérimentation. Donc, lorsque on évoque, et comme l'évoquait Alexis en introduction, la recherche finalement de la connaissance client et l'exploitation de la data pour les compagnies d'assurance, nous, on va avoir au moins 2 véhicules qui travailleront sur ce sujet-là, avec le laboratoire et avec l'accélérateur. Donc, c'est effectivement un sujet qui nous tient fortement à cœur. Ceci, on peut peut-être passer rapidement. On va juste rappeler sur la slide suivante la raison pour laquelle Alexis souhaitait que j'intervienne. Finalement, c'est qu'attendent les grandes mutuelles et les grandes compagnies d'assurance aujourd'hui en matière d'accompagnement et en matière de proposition de valeur pour les startups. Elles recherchent un certain nombre de choses. Donc là, j'ai essayé de le résumer sur cette slide-là et on va passer un petit peu de temps ensemble pour voir quelles sont les attentes de ces grands groupes. Les attentes, elles vont être sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors là, j'ai pris un exemple un peu plus spécifique sur la partie IARD. On a évidemment des focus en santé, on a des focus en assistance, mais je travaille pour un certain nombre quand même de gros assureurs IARD, donc j'ai trouvé intéressant de rappeler ces grandes tendances d'innovation et ces recherches d'innovation pour les grands groupes. Sur la partie produit d'assurance IARD traditionnelle, on ne va pas refaire la roue. On est en 2021, un produit d'assurance auto, on peut y ajouter, enlever quelques options, mais on ne va pas y refaire, on va pas le refaire de manière, le transformer, l'innover de manière très importante. En revanche, on va avoir tendance à essayer d'apporter des services additionnels, des services complémentaires qui vont tendre justement à maintenir cette relation client sur le moyen et sur le long terme avec nos assurés, avec nos adhérents, par le biais de services complémentaires. Évidemment, sur cette partie produit, et c'est pour ça que je l'ai surligné aussi, la partie prévention prend une place tout à fait. Bon, on peut peut-être rester sur le slide synthétique. La partie prévention prend une place tout à fait importante et tout à fait prédominante lorsque j'écoute moi l'ensemble des comités de direction qui m'interpellent ou en tout cas qui souhaitent travailler aujourd'hui avec des nouveaux acteurs. Ils nous disent c'est une des clés de notre avenir, en tout cas c'est de savoir comment on va passer d'une position un peu d'assureur-payeur à une position un peu plus en amont d'assureur-préventeur. Donc effectivement, là il y a énormément de choses qui se fait déjà aujourd'hui sur la partie santé-prévoyance, mais on voit que sur la partie IARD,
il y a également beaucoup de choses qui se font, notamment sur la partie habitation, par exemple. Si on prend un exemple, un acteur qu'on connaît tous aujourd'hui, qui s'appelle Luco, sur l'assurance habitation, la part de la prévention est extrêmement importante, notamment par l'objet de l'IoT et de ce qu'il embarque dans le logement à proprement parler. On voit que la prévention prend une place tout à fait intéressante. Donc, c'est pour moi, sur cette partie produit, ce que recherchent de manière dominante les comités de direction qui font appel à nous, notamment en ce moment, puisque je suis en plein tour de table de l'ensemble des dirigeants, c'est principalement ces deux éléments-là. Il y a évidemment d'autres éléments sur la partie produit qui aujourd'hui tendent à évoluer. On parle de l'innovation actuarielle. On parle de l'innovation actuarielle, on est très bien placé pour en parler. On a un acteur qui, ce matin même, est en train de faire un retour d'expérience dans nos locaux de French AssureTech qui s'appelle Accurate, qui est l'InsurTech de l'année 2020, qui a un modèle tout à fait pertinent et intéressant pour les compagnies d'assurance et les mutuelles. On a du cyber, il y a une recherche également pour les dirigeants de couvrir le risque cyber. Tout ce qui va concerner la nouvelle économie et l'assurance on demand. Alors, l'assurance on demand et la nouvelle économie, c'est évidemment quelque chose qui est important. Je ne l'ai pas surligné parce qu'aujourd'hui, les acteurs traditionnels cherchent encore le modèle le plus pertinent. On se rend bien compte qu'on est encore aujourd'hui sur des modèles qui tendent à ce qu'on appelait auparavant l'antisélection et les modèles sont incertains pour des assureurs traditionnels, donc c'est compliqué d'y aller, même si on a beaucoup d'expérimentations en cours, mais c'est encore un secteur compliqué. Et puis l'assurance paramétrique qui couvre également une partie de la demande. Donc on voit que sur cette partie produit, si je devais synthétiser ce que recherchent aujourd'hui les grands dirigeants, on ne cherche pas à transformer le produit en tant que tel, les produits traditionnels. Il y a un petit peu de nouveaux produits pour de nouveaux usages qui voient le jour, mais ce n'est pas la majorité. En revanche, on va apporter du service complémentaire et on va donner une place beaucoup plus importante à la prévention. Sur la deuxième branche la deuxième branche qu'on a présentée là, qui est la partie distribution, il y a un certain nombre de sujets pour les acteurs traditionnels. C'est ce qui va concerner notamment l'open insuring. On a un acteur aujourd'hui qui fait parler de lui quasiment au quotidien, qui est Wacam, qui a un modèle qui est assez dingue lorsqu'on voit la transformation de cette entreprise, qui était une compagnie entre guillemets traditionnelle, et quand on voit le modèle qu'elle porte aujourd'hui, c'est justement permettre de couvrir, de lancer un nouveau produit en quelques semaines. Alors normalement c'est 10-12 semaines par exemple si on travaille avec ces acteurs-là, et ils s'occupent de tout. L'API, la mise à disposition d'un API prend quelques jours, et donc on arrive aujourd'hui à lancer des produits. On a accompagné une de nos startups pour lancer des nouveaux produits avec Wacam, et c'est effectivement un modèle qui est tout à fait pertinent. Sur la partie distribution encore, on voit que les acteurs traditionnels s'intéressent aujourd'hui à ce qu'on a évoqué, à ce que j'ai évoqué dans la partie d'avant, c'est-à-dire les nouveaux entrants. Alors on regarde un petit peu ce que font les GAFA, on voit que se nouent beaucoup de partenariats avec les retailers ou avec les distributeurs d'autres produits que l'assurance. C'est un levier, ces partenariats-là sont un levier extrêmement important pour les compagnies. Et puis, sur toute cette partie distribution, il y a un élément que j'aurais pu mettre également en gras, c'est tout ce qui va concerner le commercial augmenté. Le commercial augmenté, pour donner un exemple, hier, on a passé 2 heures avec un comité de direction d'une mutuelle sur Poitiers. On a passé toute une partie de ce temps-là à évoquer le rôle du commercial augmenté, comment est-ce qu'on arrive à l'accompagner dans la connaissance plus fine du client, comment est-ce qu'on arrive à exploiter les datas qu'on a aujourd'hui en stock pour répondre au plus juste à sa demande. Et c'est notamment une partie de la proposition de valeur d'After Data qui nous invite ce matin, mais il y a également beaucoup d'autres acteurs qui travaillent dessus. Donc on voit que c'est une branche qui bouge, alors sans doute un petit peu moins que le produit aujourd'hui. En tout cas, nous, on ressent un petit peu moins de demandes que sur cette partie produit, mais il y a également pas mal de choses qui bougent.
Et puis, la troisième grande catégorie, c'est tout ce qui va concerner la gestion et la relation client. Là, les objectifs des dirigeants qu'on rencontre, ils vont être multiples. Alors, ça va de la baisse des frais généraux, d'une meilleure connaissance du client et de ses attentes, et ça, c'est une part évidemment importante. Et donc là, on va avoir 2-3 sujets qui vont être dominants. La première, c'est le gestionnaire augmenté. Donc, de la même manière qu'on a un commercial augmenté, on va chercher à évoquer le gestionnaire augmenté avec ces dirigeants-là. On a énormément d'exemples qu'on pourrait donner sur les lancements des voicebots, des chatbots, même des FAQ dynamiques, qui est finalement une forme d'innovation, alors peut-être moins en rupture que d'autres, mais qui est tout à fait pertinente pour ces acteurs-là. Il y a des travaux qui sont extrêmement pertinents avec des startups qui sont par exemple passées dans notre programme d'accélération et qui travaillent aujourd'hui de manière pérenne avec les mutuelles que l'on représente sur, par exemple, le traitement automatique de l'ensemble de la communication entrante sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ça, c'est un accompagnement pour le gestionnaire qui est simple, qui est rapide, qui lui permet de gagner du temps. Donc, c'est tout à fait pertinent et c'est recherché aujourd'hui par nos dirigeants. Un deuxième élément qui revient, qui a un peu de pair avec le premier, c'est tout ce qui va concerner le self-care. On va chercher à faire de plus en plus de choses aujourd'hui aux clients ou à l'assuré de manière autonome, soit sur son smartphone, soit sur son ordinateur. Donc là, il y a évidemment une recherche de temps, une baisse des frais généraux, une baisse des coûts qui va être recherchée. Et puis, je l'ai mis parce que c'est un sujet qui est fréquent depuis un grand nombre d'années, mais qui a toujours cours en 2021, tout ce qui va être la RPA, l'automatisation des tâches. On est quand même sur des grandes masses, notamment sur l'IRD, sur beaucoup de fréquences, donc de tâches répétitives. Donc, tout ce qui va nous permettre d'automatiser ces tâches va également être pertinent. Et puis enfin, pour terminer avec cette présentation, on a une quatrième partie qui va concerner vraiment plus spécifiquement la partie sinistre. Alors moi, c'est une partie que j'adore et c'est, je trouve, là où on fait des expérimentations de dingue aujourd'hui. Lorsque on rencontre des directeurs indemnisation, la grande difficulté n'est pas de savoir s'ils ont des besoins, la grande difficulté est de les aider à faire le tri. Parce qu'en réalité, on a une liste un peu à la Prévert, j'ai besoin d'à peu près tout. Tout est à peu près optimisable sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit avec nos partenaires sinistres, avec nos experts. Donc effectivement, on a un gros travail de tri à faire avec eux pour savoir ce qui est important et ce qui est le plus urgent. On se rend compte, notamment en IRD, mais c'est également valable en santé et en prévoyance, que la partie fraude revient aujourd'hui, en tout cas depuis 1 ou 2 ans, revient un petit peu comme un boomerang sur l'intérêt en tout cas que portent les directeurs à leur indemnisation ou prestation si on est en santé et en prévoyance. La fraude, je vais prendre un exemple très simple, c'est la détection des pratiques des professionnels de santé, si on est sur la partie santé. Là, on a des startups qui proposent des solutions extrêmement pertinentes sur ce sujet-là et qui sont évidemment très, très recherchées par nos dirigeants. Et puis la fraude, ça va également être l'exploitation avec de l'intelligence artificielle, avec d'autres technos un peu plus récentes qui vont permettre également à nos directeurs sinistres de détecter de manière un peu plus fiable la fraude. Sur les 2 derniers sujets que j'ai mis en avant, on a l'automatisation de la gestion. De la même manière qu'on l'avait dans la gestion de la relation client, on va chercher à optimiser, à automatiser un certain nombre de choses. Et puis le dernier sujet, j'en terminerai avec ça, c'est l'expertise sinistre. Alors l'expertise, il y a un panel d'expérimentation très très large, mais les exemples les plus courants aujourd'hui, on tend à rendre du self-care 100% sur de l'expertise. Donc, avec de la reconnaissance photo automatique, du remboursement automatique de sinistre juste sur une prise de photo. Ça, c'est en tout cas ce qu'on tend à réaliser aujourd'hui. Donc voilà, pour synthétiser le propos,
Aujourd'hui, la recherche de connaissances clients et la recherche d'optimisation de l'existence sur nos compagnies d'assurance traditionnelles, elle est importante, elle est présente sur toute la chaîne. Et là, j'ai cité un petit peu de manière macro ce qui se faisait. Évidemment, je serais ravi d'échanger avec vous après l'intervention si vous avez des questions un peu plus spécifiques. Je vous remercie et Alexis, je te laisse la main. Merci beaucoup Alexandre pour cet exposé extrêmement intéressant sur le contexte et l'actualité du monde de l'assurance. Pour la suite, nous allons parler de données clients aujourd'hui, de bénéfices de la donnée client et de ce qu'on peut en faire. Finalement, je suis presque un peu désolé de vous parler de ça parce que ça peut apparaître un peu comme un marronnier journalistique. C'est un sujet dont on parle, il y a au moins un article par semaine dans l'Argus et tout le monde vous parle de la donnée client et de ce nouvel Eldorado théorique. Pour autant, quand on regarde la réalité et les études qui sont faites, aujourd'hui on a moins de 6% des assurances, mutuelles, banques qui ont un usage opérationnel de la donnée dans leur campagne marketing, dans la fidélisation des clients. Alors, 6%, on parle de campagne opérationnelle. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de data lab, que vous n'avez pas d'équipes qui font des tests. Mais la réalité opérationnelle, concrète au quotidien du marketing et de la prédiction marketing aujourd'hui, c'est moins de 6% des intervenants qui sont concernés. Alors, l'enjeu, c'est de savoir évidemment pourquoi et de se poser la question. Alors évidemment quand on parle de prédiction, on parle de données. Alors les données, ça peut paraître le nerf de la guerre et potentiellement du coup également le nœud du problème. Alors hop. Quand on a besoin des données, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? En général, on veut essayer de les comprendre et anticiper un comportement futur. Ça peut être anticiper des résiliations, ça peut être détecter une appétence produit dans le cadre de campagnes de multi-équipement. On va vouloir prévoir un moment de vie. Et puis quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est essayer finalement de connaître, de comprendre finement le niveau de satisfaction des assurés. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi évident. La globalité de tout ça, c'est bien utiliser toutes les données dont vous disposez pour mieux comprendre personnellement chaque adhérent et pouvoir avoir des actions évidemment de masse, mais qui correspondent individuellement à une réalité précise. Alors, hop, ça on a parlé. Donc, on va parler de données. Et en général, quand on parle de données, tous les intervenants, toutes les entreprises, assurances, mutuelles, commencent par se poser la question de est-ce qu'on a suffisamment de données? Est-ce que la variété des données est suffisante? Dans 100% des cas, et je suis prêt à le démontrer à quiconque, la réponse est oui. La digitalisation des organisations fait qu'aujourd'hui, entre ne serait-ce que les outils de gestion, le CRM pour ceux qui en ont, ce n'est pas indispensable, le site web, toutes les assurances aujourd'hui ont une variété de données très largement suffisante pour à peu près tout savoir de vos clients. L'historique, c'est vrai que quand on parle de prédiction de comportement, on va parler de machine learning, de traitement de données, on va analyser le comportement passé pour prédire le comportement futur. Et donc, cette prédiction, il faut avoir du passé. Maintenant, tout le monde a un historique de 2-3 ans, pas forcément parfait, pas forcément organisé de la même façon, mais c'est un historique qu'on a et ce n'est pas un souci. La qualité. Ça, c'est le grand sujet. Et aujourd'hui, toutes les mutuelles ou assurances nous disent « Oh là là, chez nous, il y a des données, mais alors la qualité, c'est compliqué. » La qualité de données, c'est un petit peu comme se poser la question de savoir si la chambre d'un enfant de 9 ans est bien rangée. Ça dépend des moments, ça dépend des enfants. Donc, c'est une trajectoire vers laquelle on tend. C'est quelque chose auquel on n'arrive jamais. Et en tout cas, même si c'est un sujet, ce n'est pas quelque chose qui va conditionner l'analyse qu'on fait des données parce qu'aujourd'hui, on est capable de travailler avec des données
qui ont une qualité hétérogène et c'est intrinsèque finalement à la donnée. Donc, ce n'est pas un souci. La disponibilité, ça va souvent être la vraie question finalement. On va en reparler un petit peu après. Maintenant, cette disponibilité, comme on n'a pas besoin de toutes les données assez loin de là, on va être capable de la traiter. Et en plus, vous avez une chance extraordinaire. Aujourd'hui, on a des données open data en très grande quantité, sur des sujets extrêmement variés. On a des données sur les catégories socio-professionnelles de vos clients, sur leurs revenus, mais également sur leur habitat, sur leur fréquence de déménagement, sur leur consommation en produits de santé. Pas des données nominatives, évidemment, mais des données qui, associées à vos données internes, permettent d'avoir une vision encore plus précise et de comprendre encore mieux chacun de vos adhérents. Donc, en conclusion, la donnée, finalement, ce n'est pas réellement un frein et pas réellement le problème. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on n'est qu'à 6% et pourquoi est-ce que le marketing prédictif aujourd'hui est si peu utilisé? Quand on commence à parler de données en interne, surtout quand on est un service marketing, en général, la première réaction à laquelle on est confronté peut ressembler à ça. On va vous dire RGPD, hébergement de données de santé pour certains, complexité informatique, et du coup, on a un grand nombre de freins parce que finalement, on parle de la donnée en général. Et puis, quand on rentre dans le détail du maillage d'un système d'information, on se rend compte que de nombreuses briques ont été additionnées pour gérer les clients, pour leur mettre en place un intranet, une application, automatiser la gestion des sinistres. Et du coup, des fois, le système d'information peut ressembler quelque peu à ça. Et donc, on comprend bien qu'il va être compliqué de récupérer les quelques tuyaux qui nous intéressent sur la connaissance client. Et un des cœurs du problème se situe plutôt par ici, sur la disponibilité de la donnée et l'organisation de la donnée. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut remettre tout ça absolument d'équerre et avoir des données qui soient pour leur globalité totalement structurées, organisées, ou est-ce qu'on veut retrouver les 4-5 fils qui nous intéressent et qui vont parler de marketing prédictif? C'est pour ça qu'une question essentielle, à mon sens, est vraiment la cible. Est-ce que je veux mener un projet d'urbanisation du système d'information, donc démêler la grande pelote de câbles qu'on a vue auparavant, ou est-ce que je veux simplement, mais c'est déjà beaucoup en termes de rendement, mener un projet de marketing prédictif? Et on comprend bien que ce sont deux projets, deux objectifs et évidemment des temporalités très différentes. Et pour être plus précis, un projet d'urbanisation globale, on va parler d'un projet centré sur la data, mené plutôt par des équipes informatiques, techniques, et c'est un projet sur lequel on va avoir une approche globale. Une approche globale, ça veut dire qu'on commence par structurer la donnée, et après on va regarder ce qu'on peut en faire, parce qu'on part du postulat qu'on pourra tout faire avec. Et ça va durer en général 1, 2, voire 3 ans. Un projet de marketing prédictif, finalement, c'est assez différent. On ne part pas d'un objectif de structuration de la donnée, on part d'un objectif de bénéfice marketing opérationnel. Je veux fidéliser mes adhérents. Je veux développer le multi-équipement auprès de mes clients. Je veux scorer mes leads. Et du coup, parce qu'on a une approche ciblée, précise, on va avoir un projet qui va durer non pas 2 à 3 ans, mais un projet qui va durer 3 mois. En fait, ces deux projets ne s'opposent pas. Ils sont même complémentaires, mais une énorme erreur de raisonnement serait de penser que le deuxième projet est conditionné par le premier. En vrai, ce sont deux choses quasiment indépendantes et qui se font en parallèle et qui peuvent vivre de façon autonome. Alors, si on se concentre maintenant sur un projet de marketing prédictif, puisque le marketing prédictif, c'est ce qui va permettre, sur la base des données que vous détenez tous, vraiment tous, ce qui va permettre de beaucoup mieux comprendre, connaître vos clients et donc d'anticiper leur comportement. Finalement, un projet de marketing prédictif, comment ça se passe? On va travailler avec des données qui proviennent de vos clients, mais ces données, on parle de 3 à 5 sources. Concrètement, on parle de 3 à 5 câbles de ce qu'on voyait tout à l'heure. On va avoir des données qui vont venir pour la majorité de votre outil de gestion. Et donc, ce sont des données que vous avez absolument tous, car sans ces données, vous ne pourriez pas couvrir le risque
que vous couvrez. Des données ponctuellement qui viennent du CRM en fonction de ce qui est disponible, ponctuellement de l'intranet. Donc, un nombre de données finalement assez faible, pas forcément unifié, mais comme on parle d'un volume limité de données, on parle en fait de choses assez simples. Ces données, on les complète par des bases open data, et ça, l'intérêt, c'est que c'est tout à fait indépendant de votre système d'information et de votre organisation. Et puis, on va compléter ça par des règles métiers, pas beaucoup, quelques-unes, mais des règles métiers, ce sont des règles qui sont le fruit de l'expérience de votre équipe marketing, parce que vous n'avez pas attendu 2021 pour vous poser la question de savoir qui sont les gens qui résilient, qui sont les clients à qui on peut proposer une offre garantie accident de la vie en plus d'un contrat multirisque habitation. Et donc, le fruit de ces 3 sources d'informations va permettre rapidement, parce qu'on est concentré sur les objectifs ciblés, d'anticiper qui sont les clients qui vont résilier dans les 3 prochains mois, qui sont les adhérents qui ont la plus forte appétence pour une offre complémentaire, quels sont les leads qui ont le plus de chances de devenir des prospects, et donc il va falloir rappeler en priorité. Et puis une fois qu'on a toutes ces données, on peut également, tant qu'à faire, calculer des scores qu'on dit prescriptifs. Ce sont des scores d'action, parce que c'est bien de constater un risque ou un potentiel, mais ce qu'on va vouloir évidemment, c'est agir. Et pour agir, on est capable de deviner, de prédire quel est le meilleur canal pour communiquer adhérent par adhérent. Est-ce qu'il vaut mieux le contacter par mail, par téléphone, via l'intranet, par courrier pour certains, et quel est son niveau de sensibilité commerciale? Est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt être sensible à des offres de prix, à des offres de surclassement type premium? Est-ce que c'est quelqu'un qui a essentiellement une sensibilité relationnelle pour laquelle il faut investir dans essentiellement du contact physique? Une fois qu'on a tout ça, on a des scores prédictifs et des scores d'action. L'enjeu d'un projet de marketing prédictif, c'est pas uniquement d'avoir de la donnée. Si on s'arrête là, c'est bien, mais ça reste un résultat de laboratoire. L'enjeu d'un projet de marketing prédictif, c'est de rendre ces données, ces prévisions opérationnelles. Et pour faire ça, un bon outil de marketing prédictif va vous proposer en général 2 solutions. Soit d'intégrer ces données dans vos outils habituels, votre CRM, votre outil de gestion, votre intranet, et ou, les 2 peuvent être faits en parallèle, de communiquer via des modules natifs de la solution, parce que des fois, ce n'est pas si facile de s'intégrer dans un CRM ou dans un outil de gestion, et donc directement de communiquer avec votre équipe marketing pour lui mettre à disposition des segments prêts à l'emploi pour des campagnes marketing, directement communiquer avec le réseau des conseillers pour leur donner des priorités de rappel. Et puis, comme on parle de mise en œuvre opérationnelle, on est même capable, avec certains outils, de compléter avec votre CRM actuel, quel qu'il soit, et de compléter avec une petite pastille, comme celle que vous voyez à l'écran. Et ici, on me dit que pour Raphaël Bouteau, j'ai une information importante. Et si je clique, ici, j'ai un bandeau qui va s'afficher, qui est un bandeau prédictif, qui vient compléter les données de mon CRM et qui va permettre d'indiquer à un conseiller que cette personne, par exemple, a un risque de résiliation qui est chiffré à 82%. Que la première raison de ce risque de résiliation, pour cet adhérent, c'est le niveau de cotisation qui a augmenté de 24 €. La deuxième raison, c'est un risque de déménagement potentiel. On va donc pouvoir communiquer, et l'enjeu, c'est bien de mettre en œuvre, de rendre opérationnel des scores prédictifs. Alors, certains vont me dire, comme je fais les questions et les réponses, c'est plus facile pour moi aujourd'hui, certains vont me dire, bon, mais finalement, on est assureur depuis 15, 20, 30 ans, les adhérents, les clients, on les connaît, pourquoi ces gens résilient? On ne vous a pas attendu, donc on sait pourquoi les gens résilient globalement, on sait à peu près à quel moment. On sait qui sont les personnes qui ont la plus forte appétence pour un nouveau produit d'assurance vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le produit. Et en effet, vous avez raison. Vous connaissez vos clients, c'est indubitable. Maintenant, la problématique, c'est que quand on a une connaissance globale des mécanismes d'adhésion,
de résiliation, d'appétence d'un parc client, on a une vision globale des clients. Et on sait, et on les connaît bien. Problématique, c'est que si on veut rendre ça opérationnel et transformer ça en action marketing, en action commerciale, il faut passer d'une vision globale, maîtrisée, à une vision pour laquelle on va être capable de zoomer très précisément et de dire, adhérent par adhérent, individuellement, quel est le degré d'appétence pour un nouveau produit et pour quel nouveau produit et à quel moment cette appétence va être la plus élevée et pourquoi. Et être capable d'évaluer qui, précisément dans les 3 prochains mois, a de fortes chances de résilier. Et à nouveau, pourquoi. Et derrière, on va se poser la question, évidemment, de savoir s'il est stratégique ou pas de fidéliser ce client. On le sait tous, il y a des clients qu'on est plutôt ravis de voir partir. Mais là, on descend à une unité qui n'est plus une vision globale, mais on descend bien à une unité qui est le client, la personne. Et pour ça, on a besoin d'aller plus loin des règles générales. Si on doit regarder ça d'un point de vue un tout petit peu plus chiffré, j'ai des règles métiers. Une règle métier, c'est quoi? Une règle métier, je sais, par mon expérience marketing, que les personnes qui résilient le plus sont les personnes qui ont un contrat qui arrive à sa première échéance, par exemple, dans le monde de l'IARD, et qui sont rentrés sur une offre promotionnelle. C'est une règle générale. Et ça marche. Et je peux faire des campagnes comme ça. Maintenant, est-ce que je vais cibler toutes les personnes qui sont arrivées comme ça? Peut-être pas. Donc, je vais avoir besoin d'autres critères. Le fait d'enchaîner des critères comme ça, qui sont fruits de l'expérience, ça fonctionne. Et on arrive à anticiper des résiliations. Maintenant, toutes les études montrent qu'on arrive à identifier entre 7 et 10% des résiliations avec quelque chose qu'on pourrait appeler un feeling marketing, en tout cas l'expérience marketing. Et ça permet déjà d'éviter 2 à 3% des résiliations. C'est déjà très bien, 2 à 3% des résiliations, c'est beaucoup d'argent. Si maintenant, on traite le même problème, je veux anticiper, dans notre exemple, des résiliations, et qu'on fait ça avec un outil de marketing prédictif, on va arriver à identifier globalement 50% des résiliations. Le KPI standard sur de la résiliation, c'est être capable d'anticiper entre 45 et 55% des résiliations, selon votre métier, est-ce qu'on est en santé, est-ce qu'on est en IARD, selon vos données, mais ça va tourner autour de 50%. Ça veut dire que pour une résiliation sur 2, j'ai été capable de dire 3 mois avant que cet adhérent, précisément celui-là, allait résilier, de savoir pourquoi et de préconiser une action. Quand on fait ça, on va réussir à éviter 10 à 15% des résiliations. Donc je passe de 2 à 3% à 10 à 15. Quand on est à 10 à 15% des résiliations évitées, la conséquence en termes de chiffre d'affaires, mais surtout de bénéfices, est immédiate. En moyenne, ça représente une hausse de 7 à 9% du bénéfice opérationnel. Pas du chiffre d'affaires, du bénéfice. Donc on se rend compte qu'on est sur des éléments qui sont réellement stratégiques en termes de profitabilité des offres produits. Et ces chiffres montrent bien pourquoi est-ce que, en effet, la connaissance client permet d'anticiper des phénomènes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est intéressant de s'en inspirer, mais pourquoi aussi une approche plus mathématique, plus scientifique, permet d'aller encore plus loin, d'individualiser les résultats et d'obtenir un bénéfice qui, lui, va être décuplé. Comment se passe un projet tel que ça, et finalement, qu'est-ce que ça implique? On a parlé au tout début de toutes les complexités induites par un tel projet, les freins qu'il peut y avoir en interne sur la gestion des données, sur la disponibilité du système d'information. Pour autant, on a vu aussi que les données étaient globalement disponibles, et en tout cas qu'aujourd'hui, cet aspect données n'était pas un frein à la mise en œuvre de projets de marketing prédictif. Finalement, un projet comme ça, à partir du moment où on part, non pas du point de départ, mais du point d'arrivée, je veux développer le multi-équipement, soit pour quelques offres, soit pour toutes mes offres, mais je veux développer le multi-équipement.
On part de ce point d'arrivée et on remonte la chaîne pour voir ce dont on a besoin. On arrive à des projets qui sont finalement terriblement simples. Et ça peut paraître un peu désarçonnant parce qu'on est à l'opposé du projet global d'urbanisation de la donnée qui prendrait des années. Un projet de développement du multi-équipement, c'est un projet qui va nécessiter en général 2 échanges métiers. Alors, 2 échanges métiers, à condition d'utiliser un outil qui est dédié au multi-équipement, dédié au secteur des assurances mutuelles et avec des interlocuteurs qui connaissent parfaitement votre outil. On ne parle pas ici du tout de repartir d'une feuille blanche et de tout en développer. On parle bien d'un travail avec des outils qui sont dédiés à un secteur, dédiés à une problématique. En l'occurrence, ça peut être le multi-équipement, ça peut être la résiliation, le lead scoring, mais on parle d'outils qui sont prêts à l'emploi parce que pré-calibrés pour une activité. Et dans ces cas-là, on va parler, dans le cadre d'un projet, en fait, d'ajustements, qui sont plutôt des ajustements marginaux, plus que d'un vrai projet où il faudrait tout définir. Donc on va avoir 2 échanges métiers, et puis un échange plutôt technique parce que il va falloir choisir. On a dit tout à l'heure qu'on utilisait 3-4 sources de données internes. Il va falloir définir précisément ce qu'on veut récupérer comme données. Mais au total, on parle en termes de sollicitation interne d'un effort qui est de l'ordre de 3 rendez-vous. On va récupérer ces 3-4 fichiers et ensuite il va y avoir un travail d'adaptation, de paramétrage de la solution, mais de paramétrage de modèles, d'algorithmes standards. Pour être efficace, on partait d'une solution qui était dédiée au secteur assurance mutuelle. Et donc, on va se contenter finalement d'utiliser des modèles standards qui vont être personnalisés, adaptés en fonction des données de chacun, en fonction de la problématique de chacun. Mais on ne réécrit pas un modèle en partant d'une feuille blanche parce que sinon on partirait ici pour des mois et des mois de travail avec un résultat incertain. Quand on fait ça avec une approche projet de marketing prédictif, on va réussir à un lancement. Et du coup, si on doit résumer comment peut se passer un projet, on part de 4 fichiers, une durée de l'ordre de 3 mois, 2 rendez-vous, 2 à 3, mais ça faisait un enchaînement qui était plus sympa en faisant 2, une présentation, et on aboutit à une solution live, ça veut dire une solution opérationnelle pour fidéliser au quotidien des clients via l'équipe marketing, via un centre de relations clients, via une cellule dédiée, via des agents terrain, mais on va avoir quelque chose qui est très rapidement opérationnel et qui va être utilisé. Alors, le secret de tout ça, c'est évidemment qu'on est parti d'un outil et on est parti d'une solution de marketing prédictif. Ça veut dire un outil qui est dédié à cette activité et on va partir ici sur un axe outil-métier. Outil-métier, ça veut dire que ce n'est pas un outil technique pour des data scientists, il faut avoir un outil qui soit développé, pensé pour des équipes marketing dont l'expertise est bien le marketing, le commerce, la fidélisation. Donc, un outil opérationnel marketing dédié à un secteur précis, en l'occurrence le monde de l'assurance au sens large, que ce soit via des banques assureurs, via des mutuelles, via des assurances. Et puis, un outil qui intègre en effet des modèles standards, des données open data, de façon à ce que tous ces éléments externes qui vont favoriser la mise en œuvre d'un modèle soient déjà inclus dans notre outil. Cette démarche, qui est une démarche ciblée, est une démarche, encore une fois, qui permet une très forte réactivité, qui permet des mises en œuvre ciblées sur une problématique. Beaucoup d'entre vous ont lancé certaines démarches de ce type dans le cadre de l'arrivée de la résiliation infra-annuelle pour les acteurs du monde de la santé, même si ça concerne évidemment tout le monde. Et aujourd'hui, ça c'est notre petite minute de publicité, ce type de solution équipe des acteurs extrêmement variés du monde de l'assurance avec
des mutuelles sectorielles ciblées sur un périmètre précis jusqu'à de grands acteurs généralistes du secteur mutuelle assurance. Pour la suite, je vous propose de prolonger cette discussion à partir de 11 h lors de la séance de web dating, et vous recevrez sur le chat dans quelques secondes, logiquement maintenant, et par mail à 11 h, les liens de connexion pour pouvoir me retrouver dans la salle dédiée à After Data. Vous aurez évidemment des liens vers les salles de French AssureTech et de KP Consulting. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Emmanuel Fenin de KP Consulting qui va vous parler transformation digitale. Aujourd'hui, on a parlé d'un marché de l'assurance qui est en pleine mutation. On a parlé de transformation de la relation client et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, avec un premier point qui est finalement des clients qui sont plus volatiles aujourd'hui et qui sont avec de nouvelles attentes, des résiliations supplémentaires, des attentes de services plutôt que de gestion. Bref, une individualisation, une simplicité, une recherche de simplicité, une omnicanalité des comportements des clients. Le deuxième point, c'est les évolutions technologiques. Aujourd'hui, on est sur des modèles de vente qui évoluent énormément. Qui d'entre vous n'a pas cherché à mettre en œuvre de la souscription en ligne? Qui n'est pas confronté aux comparateurs en ligne, aux multiplications des canaux de contact et des opportunités autour de l'exploitation des données. Donc on voit qu'on est vraiment à un moment de transformation complet on en a aussi beaucoup parlé, on fait face à des nouvelles logiques de régulation. C'est clair que la résiliation infra-annuelle, les lois Pacte, Hamon, etc. ont complètement bouleversé votre secteur. Et il y a un espèce d'enchaînement, d'emballement. Chaque année vient sa loi et chaque année, il faut remettre le travail sur le marché. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure en première partie de la matinée, une nouvelle concurrence avec une concurrence croissante des nouveaux acteurs, de la SurTech, on en a parlé tout à l'heure, et des consolidations importantes sur le secteur. Donc, tout ça fait un panel, tout ça fait un marché qui est en pleine transformation et vient complètement percuter le monde de la relation client. Et on va voir aujourd'hui dans quoi finalement se décline cette transformation. Alors aujourd'hui, cette transformation, elle a eu un impact sur les directions des entreprises et chacun s'essaye un peu à chercher la bonne organisation pour faire face à cette transformation. Alors certains ont tenté les directions autonomes en laissant quand même des cloisons entre les directions de la relation client, les SAV, les directions commerciales. Et puis d'autres s'essayent au décloisonnement avec des organisations plus transversales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit des nouveaux métiers apparaître, des directeurs de l'expérience client, des directeurs de la relation client, des directions du parcours client, qui visent finalement à chercher à mettre du lien entre toutes ces équipes qui sont obligées de collaborer aujourd'hui et qui s'ignoraient prodigieusement il y a encore quelques temps et qui sont bien obligées aujourd'hui de travailler ensemble. Parce que le client, lui, à l'autre bout, les silos, croyez-moi, il les voit et pour lui, l'entreprise, c'est pas une infinité de silos, c'est bien un grand tout et lui, il le perçoit bien, les silos. Concomitamment à la mise en place de directions, donc soit des structures autonomes, soit des structures transversales, finalement, il s'est imposé un mode de travail un peu partout qui est le test and learn. C'est-à-dire qu'on a un peu mis de côté les projets cycle en V, les projets de transformation très gros, très lourds, très longs, qui faisaient que ça n'aboutissait pas. Aujourd'hui, on n'a plus le temps en fait, de se lancer dans ce type de projet. On est obligé de tester et d'apprendre. Et c'est vrai que des solutions comme After Data répondent assez bien à ce type de démarche, où on est dans l'amélioration et dans l'amélioration perpétuelle de nos façons de travailler. J'ai plus d'image, si ça remarche. Et si les équipes se décloisonnent, elles doivent aussi investir toujours plus de canaux de la relation client.
Alors, on va le voir, le mail et le téléphone restent les canaux privilégiés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment poussé par la jeune génération, l'immédiateté de la relation devient quelque chose de clé. Et on voit toute une partie de la population migrer vers les nouveaux canaux que sont le chat, la messagerie, donc évidemment WhatsApp, Messenger par exemple. Et ils investissent aussi massivement les réseaux sociaux. Et en fait, ils recherchent évidemment des réponses plus rapides. Hein. C'est clair qu'il y a une attente qui est sur l'immédiateté de la réponse. Hein. On n'attend pas les mêmes délais de réponse selon qu'on envoie un email ou selon qu'on envoie un Messenger. On est forcément dans une attente plus rapide. Mais aussi, je dirais qu'il y a une recherche de valeur ajoutée. On s'attend à ce que la réponse soit de meilleure qualité et qu'il y ait une plus grande valeur ajoutée. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu pour les entreprises de s'approprier progressivement ces nouveaux canaux. Et ça amène des questions dans les centres de contact que vous avez sûrement confrontés en termes de compétences, de process, de pilotage, d'outillage. C'est des vraies révolutions, l'arrivée de ces nouveaux canaux, ça percute complètement les façons de travailler. Alors, je vous ai mis un petit schéma, petit schéma, si tu peux, je ne sais pas, envoyer le slide suivant, ça ne marche plus. Voilà, merci pour le petit schéma, qui représente l'usage en fait des canaux en fonction des typologies et des classes d'âge. Alors c'est assez intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a trois grandes classes d'âge. Hein. Il y a les 55 ans et plus qui sont encore très email et surtout très téléphone, il faut bien le dire. Donc c'est vrai qu'on est encore face à des centres de contact qui sont très largement tournés sur les canaux chauds du téléphone. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y a une énorme brisure autour de 25-34 ans avec un usage totalement massif du texte, de la messagerie instantanée. Et plus on va vers des âges plus jeunes, et plus on se tourne vers les réseaux sociaux, voire la photo et la vidéo. Donc on a parlé tout à l'heure de la photo et de la vidéo sur des cas d'usage de l'assurance, mais c'est vrai que ça tend à se développer. Donc là, je pense à Instagram, des services clients qui migrent sur ce type de canaux. C'est assez bouleversant. Attends, je réessaye. Oui, sans que je le fasse, c'est miraculeux. Oui, l'omnicanal comme point d'ordre de la relation client, effectivement, on assiste à une mutation. Hein. C'est vrai qu'il y a encore, on aurait fait cette session il y a 10 ans, on aurait parlé de multicanal, hein, le fait qu'il y ait des nouveaux canaux qui s'ajoutent à la vente traditionnelle en agence chez le courtier ou autre. Et puis, progressivement, on est allé sur le cross-canal, c'est-à-dire la capacité, finalement, pour un client de commencer l'expérience sur un canal et puis, finalement, au beau milieu de l'expérience, de choisir de rebondir sur un autre canal. Par exemple, je me rends en agence et puis je décide de conclure, finalement, par téléphone avec le centre de contact. Aujourd'hui, on est dans un mode omnicanal, c'est-à-dire que le client commence où il veut, il termine où il veut et surtout, il s'attend à ce que l'entreprise à l'autre bout soit complètement au fait des démarches qu'il a pu réaliser sur l'ensemble des canaux. Il s'attend à ce que finalement on le connaisse parfaitement sur le bout des ongles et c'est pas une gageure, hein, c'est une vraie gageure plutôt d'arriver à atteindre ce niveau de connaissance. C'est une évidence pour le client, c'est pas encore une évidence pour les marques de maîtriser l'ensemble des interactions sur l'ensemble des canaux. Vous voyez. Alors pour autant, même si on est, c'est vrai, très tourné sur les nouveaux canaux de communication, le digital, il bouleverse aussi des canaux plus traditionnels comme les agences, avec des usages comme le click and collect, avec le clienteling, donc la connaissance client et la personnalisation de la relation en agence, des bornes interactives qui sont mises à disposition des clients en agence et qui reprennent finalement l'expérience qu'on a voulu offrir sur le site web ou sur le self-care, des questionnaires de satisfaction et bien sûr la signature électronique. Aujourd'hui, on est sur des signatures électroniques en ligne, mais pourquoi pas reproduire cette signature électronique, vous savez, avec les petits stylets là, qu'on retrouve maintenant en agence et qui permettent vraiment d'offrir une signature électronique à 360. Donc c'est vrai que l'agence, elle aussi, elle vit sa mutation et l'agence, elle aussi, elle se digitalise. Si tu peux appuyer. Deux grands exemples de transformation en agence.
le Web to Store, et donc finalement, le web prend une place prédominante pour envoyer des flux vers les agences à l'aide de tout un tas d'opérations, et le click and collect, où là, je vais commencer mes démarches en ligne, mais je vais me rendre en agence pour finaliser mon acte. En tout cas, le challenge, c'est d'offrir autant de simplicité et de pertinence qu'une expérience online, en agence. Et la clé, c'est valoriser l'humain, élément différenciant majeur par le numérique. Et en fait, c'est un vrai challenge, hein, parce que finalement, le client, on le pousse, et il souhaite d'ailleurs être largement autonome. On en a parlé aussi tout à l'heure avec la révolution de self-care. Et le numérique a de ça, c'est qu'il ne se trompe pas, quoi. C'est assez rare. Donc c'est vrai que là, quand on arrive dans une expérience en agence, il faut que l'agent qui soit en face de nous, il soit au moins aussi fort que l'expérience web. Et en tout cas, il faut qu'il soit aidé par l'expérience web pour délivrer le service. Alors, tout ça amène des défis et des challenges pour les services clients. Ça remarche, c'est magnifique. Et finalement, on est toujours en balance, hein, sur une expérience client et un service client, puisqu'on est toujours à faire la part des choses entre l'efficacité opérationnelle, donc la maîtrise des coûts. Effectivement, on est tenté de réduire les coûts du service client, et en même temps la satisfaction client, et là on parle de qualité client. La deuxième évolution, c'est finalement l'expérience qu'ils vivent dans leur relation avec leur entreprise. Et en tout cas, ça amène à des choix côté entreprise qui sont de se doter d'outils et d'adapter les process aux nouveaux canaux. Et là, il y a une grosse pression sur les conseillers qui doivent être capables de maîtriser l'ensemble de ces canaux, l'ensemble de ces nouveaux process, qui doivent apporter des réponses pertinentes, qui sont challengés par les clients, et tout ça dans une ambiance quand même globale de réduction de coûts. Donc c'est vrai que c'est un challenge qu'il faut réussir à avoir. Et pour un agent, maîtriser la notion d'omnicanalité, c'est pas simple. Il y a tout un tas d'outils par lesquels arrivent les communications, les interactions. Il y a tout un tas d'informations qui est disséminées, et il faut que l'agent puisse reconsolider la vision unique. C'est vraiment un challenge assez fort. Alors voyons si ça marche. Ça marche. Alors l'amélioration de la relation client, c'est quoi? Alors là, je vous ai cité 4 points qui peuvent résumer cette amélioration. La personnalisation de l'expérience, c'est vrai que les gens sont en attente d'une relation toujours plus personnalisée. L'interactivité, et donc le client répond aux sollicitations de l'entreprise et s'instaure une forme de dialogue entre l'entreprise et le client adhérent. La durabilité, il faut pouvoir accompagner le client tout au long de sa vie de client, et donc il faut savoir, dans le parcours client, identifier les moments de vie pour pouvoir lui parler. Et puis la continuité, tous les jours, quel que soit le canal choisi par le client, on doit être en mesure de lui parler. Et donc, il faut bâtir des stratégies multicanales qui permettent de toucher et de contacter le client par tous les canaux possibles. Et ça doit s'intégrer dans la politique et le management de la relation client. À partir du moment où on est sur plusieurs canaux, à partir du moment où en plus on mixe des canaux physiques et des canaux numériques, et ben, il faut qu'on ait une stratégie qui coordonne, qui unifie, qui homogénéise, on va y revenir tout à l'heure, l'expérience offerte aux clients. En plus, il faut savoir qu'on va vouloir segmenter l'usage de nos différents canaux en fonction des différents segments de clientèle. Aujourd'hui, c'est vrai que grâce à des outils comme Afterdata, je pense que ça peut être vraiment un vrai différenciant. On est capable, en fonction du segment de clientèle, de vouloir pousser telle ou telle expérience. Je vous ai montré tout à l'heure un petit slide avec la répartition par classe d'âge de l'usage des canaux. Ça doit nous faire réagir sur notre façon de concevoir l'expérience et le parcours client. En fait, quand on va définir nos personas, donc nos différents clients types finalement, on ne va pas offrir la même expérience à tous les clients selon les mêmes canaux. On va vouloir diversifier, on va vouloir adapter l'expérience et les canaux en fonction des segments de clients. Alors, dans la révolution que traverse l'expérience client, c'est la data.
Ce n'est pas pour rien qu'on fait une matinée sur le sujet. Merci Alexis d'ailleurs d'avoir organisé la matinée. La data, elle prend une place complètement dingue dans la partie relation client. Et donc un petit slide pour se dire, mais finalement la data client, quoi faire? Prospecter plus efficacement, capter, identifier les prospects pour les engager, activer la transformation en fonction du comportement. Évidemment, on cherche à développer le chiffre d'affaires. Deuxièmement, on cherche à satisfaire les clients. D'accord? Par la meilleure connaissance qu'on a d'eux, on personnalise le parcours, on le simplifie, on l'améliore, et donc on cherche à satisfaire les clients et in fine à les fidéliser, on le reverra juste après. On cherche à mieux les connaître. Cette quantité de données amassées sur les différents canaux, on va voir d'ailleurs juste après où est-ce qu'on collecte les données. On identifie qui sont les clients et on connaît mieux leur comportement pour mieux anticiper. Fidéliser les clients. Alors ça, c'est le Graal. Favoriser le cross-sell, l'upsell, le deuxième achat et les suivants. Réduire l'attrition en identifiant les signaux faibles. Merci After Data de permettre d'identifier notamment le churn et de limiter le désengagement. C'est vraiment un des objectifs majeurs de la connaissance. Dans certains use cases, on pourra monétiser la donnée, proposer des contacts qualifiés, ciblés à des partenaires et on pourra revendre la donnée. Ça ne s'applique pas à tous les secteurs. Et puis, piloter le portefeuille client, identifier les clients à plus forte valeur, suivre et mesurer les résultats des actions menées et l'évolution des différents segments clients. Vous voyez tout un panel d'usages de la donnée qui s'offre à nous et qui vient percuter la relation client. Alors, vous allez me dire, cette donnée, où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'on la capte? On la capte premièrement du comportement digital sur les différents devices. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour capter la navigation, les interactions, que ce soit sur le site web, sur l'application mobile ou en mobilité. C'est l'historique d'achat, des transactions, des devis. Tout ça, on va le stocker, on va l'analyser. Ce sont les programmes de fidélité qui nous permettent par l'adhésion, le nombre de points, les récompenses, de connaître les comportements. C'est l'engagement avec le niveau de satisfaction, le NPS, les avis qui sont laissés par les clients. C'est tout l'historique des actions marketing que l'on va conserver, mémoriser. Et avec lui, on va traquer aussi les comportements. Est-ce qu'il a ouvert le mail? Est-ce qu'il a cliqué? Qu'est-ce qu'il a regardé en particulier? C'est le suivi de la relation avec les réclamations, les demandes d'information, bref, tout l'échange que j'ai eu avec le centre d'appel. Et puis, plus classiquement, l'identité du client, les données descriptives et déclaratives, tout ce qui est lié au contrat, tout ce qui est lié à l'achat, qu'on maîtrise parfaitement. Et donc, toutes ces données, on va les collecter tout au long du parcours. Donc là, vous voyez un exemple un peu de parcours un peu classique, un parcours client classique, depuis l'identification du besoin, la comparaison des prix et des devis, l'achat, la livraison, la réclamation, l'avis et la recommandation. Donc, vous voyez que tout au long du parcours et selon les différents canaux, on va venir collecter la donnée et on va identifier à chacun des moments de vie les moments d'interaction avec le client. Donc ça commence par le retargeting, le display, on va ensuite passer par la relance du chiffrage du devis, bien sûr, relance par email, relance par téléphone. Une fois que l'adhérent est devenu adhérent, on va l'envoyer dans un welcome process où on va l'accompagner dans ses premiers pas avec toute une série d'emails ou de SMS. On va faire des appels de satisfaction pour mesurer l'accueil dans la marque. S'il s'agit d'une livraison, on va lui rappeler sa date de livraison. Est-ce que ce n'est pas formidable de recevoir le petit email de la poste ou le petit SMS qui nous indique que ça y est, le colis est en chemin et qu'il va être livré aujourd'hui? Et puis après, on a toute la partie avis avec le suivi de la satisfaction, l'appel à témoignage et puis la recommandation avec l'offre de parrainage. Donc vous voyez que tout l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est de tracer ce parcours client. Donc, certains d'entre vous l'ont sûrement déjà fait, d'autres sont en train de le faire, et d'identifier les points de contact et les points d'échange avec le client ou l'adhérent.
Alors, quels sont les KPI de ce parcours client? Là, on revoit un autre parcours client, un peu plus peut-être simplifié. Là, on va identifier quoi? Le nombre de displays, le taux de clic dans la partie de sollicitation, avec toute la partie délivrabilité des emails, le pourcentage d'ouverture, le pourcentage de clics, le désabonnement, j'en parlais tout à l'heure. Dans la recherche d'informations, on va mesurer sur le site internet le nombre de visites, le nombre de vues, le taux de rebond, le nombre de clics, le nombre de demandes de devis. Sur la partie centre d'appel, on va mesurer le nombre d'appels, le taux de prise, la qualité de service qui est offerte, le nombre d'envois des devis. Sur la partie achat, le nombre de clients actifs, les paniers moyens, les fréquences, le nombre de clients actifs, je l'ai dit, et le nombre de fréquences, que ce soit en physique ou que ce soit en digital. La partie réclamation avec le nombre d'appels, le taux de réclamation, le nombre de dossiers traités, le nombre de dossiers en cours, bref, tous les indicateurs habituels de la partie relation client et les avis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à vraiment poser ces KPI tout au long du parcours. Et moi, ce que j'invite toujours nos clients, à avoir des tableaux de bord vraiment à 360 qui reprennent l'ensemble de ces indicateurs. Et non plus seulement des tableaux de bord qui soient dirigés vers une équipe qui traite un bout du parcours. Il faut vraiment considérer le parcours comme étant une entièreté, comme étant une expérience de bout en bout. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des KPIs qui soient partagés entre les équipes et qui reprennent des indicateurs des différentes équipes. Alors, j'ai plus d'image. Le top 3 des différentes approches pour mieux analyser les données clients dans un contexte omnicanal. Donc, en fait, on a posé la question à des directeurs généraux, directeurs des systèmes d'information, des responsables de la data, des responsables de l'expérience client, quelles étaient les approches pour mieux analyser les données clients. Et pour 45%, la première des choses, c'est de réussir une meilleure intégration des différents canaux de contact client entre eux. Donc là, il y a vraiment, je dirais, un challenge à réussir ça. Aujourd'hui, on est encore dans un monde beaucoup trop siloté. Chaque canal vient avec son outil et finalement, on a du mal à partager la donnée de l'outil avec les autres outils. On voit des centres d'appel, moi je vois beaucoup de centres d'appel encore avec cette logique best of breed qui se défend tout à fait, mais où finalement j'ai un outil pour le chat, j'ai un outil pour le téléphone, j'ai un outil pour le courrier, j'ai un outil pour l'email, j'ai un outil pour le téléphone, et je me retrouve avec une infinité, sans parler du web et des applications mobiles, je me retrouve avec une infinité de données issues de différents canaux que j'ai du mal à réconcilier. Donc là, il y a un vrai enjeu. Du coup, on a envie de dire, deuxièmement, mise en place de données de référence ou de référentiels maîtres. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de réconcilier ces données. Je pense à la CDP, par exemple, et qui nous permettent d'avoir des référentiels clients sur lesquels viennent, entre guillemets, taper les différents systèmes. Et là, on reconstitue une vision unifiée à 360 du client. Le CRM peut être utilisé pour faire ça, mais il y a d'autres outils aujourd'hui qui sont peut-être plus performants que les outils CRM pour réconcilier toute cette donnée. Et puis les programmes d'incitation de clients avec de la communication de données, de la mise à jour, de la gamification, où on encourage finalement le client à mettre à jour régulièrement les données clés. Moi, je ne sais pas si vous êtes abonné Bouygues Télécom, quand on se connecte sur le self-care Bouygues Télécom, on est invité à confirmer son adresse email et son numéro de téléphone à presque chaque connexion. Voilà comment on arrive à améliorer la qualité de données. Et on en a parlé tout à l'heure, la qualité de données est un élément assez clé, même s'il n'est pas indispensable. Et donc, toute cette donnée doit permettre de personnaliser la relation, d'offrir la meilleure expérience possible au moment choisi par le client. Et c'est vraiment ça qui est clé, au moment choisi par le client. On n'est plus sur l'entreprise qui décide du point de contact et du moment de contact, c'est le client qui décide du moment où il va nous contacter. Charge à nous d'être disponible et d'avoir le canal ouvert pour pouvoir opérer la communication. Personnalisation des canaux de communication, personnalisation de l'accueil, personnalisation dans les réponses qui sont faites aux clients sont au cœur de l'entreprise
tout on l'a dit tout à l'heure, en cherchant à maîtriser les coûts de production de cette relation. Alors, comment personnaliser la relation client? Alors, quelques petites briques pour, comme ça, marquer un peu ce que pourrait être une personnalisation de relation client. D'abord, il faut être proactif. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clients sont en attente d'être contactés, d'être engagés avant d'avoir un problème. C'est ce qu'ils préfèrent. Donc, il faut savoir détecter et d'avoir des sondes qui tracent dans la vie du client les moments où le client a envie d'être contacté. Deuxièmement, il faut être pertinent. Alors là, il faut vraiment bien maîtriser sa donnée pour avoir un discours qui soit pertinent. Introduire de l'humanité, c'est-à-dire peut-être sortir des communications purement mercantiles pour apporter des communications aussi autour de la vie du client, ses intérêts, ses centres d'intérêt, son anniversaire, ses moments de vie, etc. Et enfin, être homogène, et c'est pas simple, parce qu'avec cette multiplication de canaux qui partent de différents, bien souvent différents outils et souvent différentes équipes, arriver à avoir un discours et à bâtir un discours homogène, c'est assez clé. En tout cas, évidemment, aujourd'hui, les clients sont très enclins à avoir une expérience client plus personnalisée et ils sont prêts à nous laisser leurs données d'ailleurs pour ça. Et pourquoi personnaliser la relation client? Qu'est-ce qu'on observe quand on améliore notre relation client? Eh ben, on observe déjà une hausse du taux de transformation. Forcément, quand on propose le meilleur produit au meilleur prix pour le client, forcément, on améliore la conversion. Un meilleur niveau de rentabilité et une hausse du panier moyen, là encore, parce qu'on aura su proposer le produit, les services qui sont le plus adaptés au client. On le fidélise, et ça, c'est tout à fait clé, et on augmente le niveau d'engagement vis-à-vis de la marque. Et ça fait de lui, derrière, un promoteur, ça fait de lui un ambassadeur qui est capable de parler à notre place et de promouvoir notre marque. Et donc, il est nécessaire d'aligner la relation client, le marketing, le commerce, je l'ai dit, par des stratégies qui sont bâties communément. Et ça, c'est aux directions générales que s'adresse le message, de bâtir ces stratégies qui soient homogènes entre les équipes. D'où l'importance d'avoir des rôles de transverse qui sont là pour mettre du lien entre les différentes équipes. Alors, quid de l'intelligence artificielle, et ça sera mon dernier point pour ce matin. C'est vrai que l'intelligence artificielle vient transformer un peu les façons de travailler. Tantôt outil de transcription des échanges, on va le voir, le switch to text, pour mieux capter les verbatims. Tantôt outil d'analyse, on vient construire des historiques avec, on vient analyser l'historique. On sait aussi conseiller le client sur le choix des produits en valorisant les contacts. Alors, quelques exemples d'intelligence artificielle dans la relation client. Les chatbots, ça a été évoqué tout à l'heure, qui prennent une place prépondérante, qui viennent plutôt remplacer les FAQ. Toute la partie RPA, qui est clé dans les métiers de l'assurance et du monde mutualiste, puisqu'on a des gains de productivité qui sont tout à fait énormes. Du text mining, où on vient analyser les verbatims du client. C'est vrai que les derniers outils sont assez puissants et sont vraiment capables, je pense à la partie téléphonie, de faire du speech to text, donc c'est-à-dire la capacité de capter la conversation téléphonique et de la retranscrire. Et forcément, la retranscription sera plus fidèle que celle faite par le conseiller client. Toute la partie scoring qui vient nous aider, sur laquelle on va s'appuyer pour proposer la meilleure offre au meilleur moment sur le meilleur canal, et la partie recommandation. Des gains de productivité sont aussi attendus. Je pense à un CRM comme Salesforce qui propose le Next Best Action, qui est donc la prochaine action qui est suggérée au conseiller lorsqu'il est en échange client. Et j'en ai terminé, Alexis, puisque tu m'as donné la main un petit peu en avance, avec cette partie relation client. Parfait, merci beaucoup Emmanuel pour cette intéressante présentation. Eh bien écoutez, merci à tous de votre participation ce matin. C'était une première
pour nous, pour ce type d'événement. Vous avez été plus d'une centaine à vous connecter. On est donc très satisfait. On espère que naturellement ça vous a intéressé. Et donc on vous propose de retrouver Emmanuel, Alexandre et moi-même à partir de maintenant sur chacune des salles virtuelles. Vous avez reçu des liens dans le chat. Vous avez les liens également par mail. Si vous ne vous connectez pas, c'est vraiment que vous n'avez pas envie. Ce qui nous intéresse, c'est d'échanger avec vous, d'avoir votre retour sur les présentations et évidemment de répondre à chacune de vos questions. Merci beaucoup et à tout de suite dans les salles virtuelles.